Bonjour tout le monde, bienvenue à ce dernier épisode de la deuxième saison du Coopérateur Audio. Aujourd'hui, on conclut notre saison en parlant des écoles d'agriculture et des aspirations des étudiantes et étudiants qui décident d'étudier dans le domaine. On accueille Camille Lalancette, une invitée qu'on connaît bien au Coopérateur. Camille a été notre stagiaire dans l'équipe tout au long de l'été. Elle nous a beaucoup aidé avec la mise en ligne du contenu sur le nouveau site web du Coopérateur. Alors, bonjour Camille. Salut Stéphanie. Camille, tu étudies en agroéconomie à l'Université Laval, mais c'est pas ton premier contact avec l'agriculture ni ta première formation postsecondaire. Parle-moi un peu de ton parcours. Oui, j'ai grandi sur une ferme bovine. J'ai une Abitibi-Témiscamingue, dans un petit village qui s'appelle Rochebeaucourt. Mon père est producteur de vaches-veaux. J'ai grandi en milieu rural, donc pour moi, ma réalité, c'était pas mal de voir des tracteurs, puis je voyais pas beaucoup de trafic. Puis quand je suis arrivée à l'âge d'intégrer le cégep, j'ai décidé d'aller faire une technique en communication, une technique en journalisme au cégep de Jonquière. J'avais une grande curiosité, beaucoup d'intérêt vers l'autre, d'apprendre les histoires que les gens pouvaient me raconter. Je trouvais ça fascinant. Je trouvais que c'était un beau métier. Puis j'ai adoré mes 3 années de cégep. J'ai même après poursuivi un peu dans le journalisme à différentes époques de ma vie. Puis, pendant mon parcours, je côtoyais beaucoup de personnes de la ville. J'apprenais beaucoup avec ces échanges-là. Je me rendais compte aussi que quand c'était le moment pour moi de raconter ma propre réalité, le milieu rural, il y avait toujours un espèce d'écart. Il fallait toujours que j'essaie de justifier ou d'expliquer les pratiques agricoles. Les gens m'arrivaient avec des mythes ou des croyances qu'ils avaient. Je vais toujours un peu faire l'intermédiaire de ça. Ça m'a donné le goût d'aller étudier en agroéconomie parce que je voyais que fallait que j'améliore mes propres connaissances, que je développe un peu plus vraiment l'aspect agricole là, de ce que je savais. J'en connaissais beaucoup par expérience ou par qu'est-ce que je pouvais voir des fermes qui m'entouraient, mais j'avais pas le vocabulaire particulier qui pouvait mieux justifier ou être capable de mieux vulgariser. Donc, c'est ça que j'essaie d'aller chercher avec l'agroéconomie. Puis là, 3e année qui commence en septembre 2025. Qu'est-ce qui t'a incité à choisir l'agroéconomie plutôt que l'agronomie ou encore un programme qui est plus technique? C'est sûr que j'ai un caractère très social. Puis pour moi, dans la description que je voyais de l'agroéconomie, ça s'approchait plus des sciences administratives, des sciences sociales même. Je trouvais que ça cadrait mieux avec ma personnalité. Pour les gens qui étudient en agronomie ou encore qui vont en technique, c'est vraiment ceux qui aiment l'agriculture et qui veulent devenir des acteurs du milieu agricole, là, vraiment se mettre les mains dans la terre. C'est pas quelque chose que je garde loin de moi, au contraire. Je vais souvent donner des coups de main à ma famille, à ma sœur aussi, qui est aussi agricultrice. Puis c'est que dans mon cas, je voyais, c'était pas nécessairement mon grand talent. Je vais être franche, là. Je suis sûre que si ma famille m'écoute en ce moment, ils sont comme, ouais, donc Camille, on n'a jamais dit de moi que j'étais une passionnée de l'agriculture. C'est plutôt par extension que j'ai développé cet intérêt-là. Je me voyais pas être celle qui a l'esprit scientifique et qui va dans le détail, de remarquer des problèmes dans les cultures ou encore qui regarde un troupeau puis qui peut voir certaines spécificités. Donc, je me suis dit, je vais laisser ça à ceux qui s'y connaissent mieux ou encore qui ont l'esprit plus scientifique. Moi, c'était vraiment plus l'aspect de dimension sociale, économie rurale qui m'attirait. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'agroéconomie. Tu m'as aussi déjà mentionné que tu voulais un peu combler le gouffre qu'il y avait entre les connaissances parfois lacunaires, c'est le moins qu'on puisse dire, des gens de la ville par rapport à ce qui se passe en agriculture. Je m'étais demandé un petit peu comment est-ce que tu penses que l'agroéconomie va t'aider à combler ce gouffre de connaissances pour les gens qui viennent pas du milieu agricole? Je pense que l'agriculture est un peu mal aimée des gens qui font pas partie du monde agricole. Puis comme je le constatais pendant mes études au cégep ou après dans ma vie, je côtoyais des gens de divers horizons. Puis là, fallait que j'essaie de médier. L'agroéconomie, ça apporte un certain aspect technique, mais il y a aussi cette dimension sociale qui nous permet de s'approcher des gens
L'agronomie ou l'agroéconomie, peu importe dans lequel on va se placer, on finit quand même par être mis dans une relation d'aide. Un agronome, un agroéconomiste va être un intermédiaire entre une grande société agricole et les producteurs eux-mêmes. Cette relation-là de faire de la médiation, ça peut se transposer dans plein d'autres domaines. Puis probablement que ceux qui m'interpellent le plus sont les dimensions politiques de l'agroéconomie ou encore la relation publique. Je pense que on a besoin de gens qui ont ces connaissances-là et qui connaissent aussi le monde agricole lui-même. On peut toujours l'apprendre, mais il y a quelque chose de je pense, quand on vient du monde agricole, ça nous permet d'avoir un véhicule puis d'apporter ce bagage-là avec nous, puis qu'après, de pouvoir l'expliquer par expérience. Puis, je pense que pour combler le gouffre des connaissances, comme tu le dis si bien, c'est par avoir un discours qui est entre les deux, qui est médiateur. Donc, ça prend des gens qui sont autant près de la ville, des activités citadines, que de ceux qui ont aussi qui ont vécu dans des milieux ruraux, qui sont capables de voir qu'est-ce qui creuse l'écart entre les deux. Pour mon métier du futur, c'est encore à revoir. Je sais pas où je vais pouvoir me placer, mais je sais qu'il y a des places entre les deux. Puis plus les liens vont être forts entre ces deux mondes-là, le monde agricole puis le monde de la ville, on va être capable d'avoir une meilleure conciliation et peut-être même d'avoir un avenir meilleur finalement. Les producteurs ont besoin du support des consommateurs pour continuer de faire leur travail. Donc, il y a de la matière à faire là-dedans. J'entends mes prochaines années d'université avec beaucoup d'enthousiasme, en espérant voir ces opportunités-là apparaître à moi ou encore que je puisse les saisir. Ouais. Les programmes d'agronomie et d'agroéconomie de l'Université Laval ont vu leurs inscriptions baisser au fil des ans, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs les différentes refontes qu'on a vues depuis 5-6 ans pour les deux programmes. Pourquoi, selon toi, les inscriptions baissent? Il y a plusieurs éléments qui peuvent répondre à cette question-là. Je pense que d'emblée, c'est le fait qu'il y ait de moins en moins de fermes. Les fermes grossissent, mais il y a moins d'exploitants. Ça fait que le réseau de connaissances d'amis, de voisins qui pratiquent l'agriculture est plus petit. Donc là, les gens ont moins le réflexe de penser à l'agriculture comme métier. Ça peut être un des éléments qui l'explique. Puis aussi, parce qu'au contraire, les gens s'intéressent beaucoup à l'environnement, à la biologie. La biologie qui est un domaine à l'université qui est super populaire. Les gens s'inscrivent, ils veulent comprendre comment les animaux fonctionnent, comment les plantes fonctionnent, comment les écosystèmes interagissent entre eux. Puis finalement, l'agronomie, c'est cette étude-là, mais particulièrement axée sur la viande et les plantes. Donc, il y a peut-être un problème au sein des universités de faire mousser cet intérêt-là, de mieux le vendre, parce qu'il y en a plein des gens qui pourraient ultimement travailler dans ce domaine-là puis le faire de plein de façons différentes. Puis sinon, il y a peut-être aussi un manque de soutien à l'agriculture en général. Je peux toujours mentionner ma région, l'Abitibi-Témiscamingue, qui est une région qui a été colonisée par l'agriculture dans les années 30. Puis là, le portrait a complètement changé. Il y a vraiment moins d'agriculture qui se fait là-bas. Ceux qui sont là, ils tiennent le fort puis ils pratiquent encore cette activité-là. Mais il y a un potentiel qui est là, sauf que ça prend des grands investissements, ça prend de l'énergie pour décider de se démarrer un projet agricole. Puis s'il n'y a pas de subvention, s'il n'y a pas de programme de soutien, c'est difficile d'entreprendre ces grandes démarches-là. Ça peut aussi expliquer pourquoi il y a moins de gens qui s'intéressent à l'agriculture. C'est qu'on dirait qu'on ne le vende pas comme si c'était un métier avec des perspectives d'avenir. On ne parle pas de cet emploi-là comme étant quelque chose de fondamental à une société. C'est peut-être là que le fossé que je parlais plutôt entre la ville et l'agricole se creuse. C'est que les gens ne se rendent pas compte qu'il faut nourrir le monde. Hein, c'est une partie de notre avenir de continuer de produire des aliments pour que les gens puissent s'alimenter, puissent se nourrir. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut expliquer pourquoi les inscriptions baissent.
Puis au contraire, là, je trouve que c'est un métier tellement riche. Ça se décline sur tellement de perspectives. Mais il manque un certain encadrement pour que ça puisse être propulsé puis vraiment exploité à son plein potentiel. Donc, un métier, ou en tout cas un domaine, oui, de notre passé, certes, mais qui mérite d'être propulsé vers le futur avec un petit peu plus d'aide. Je vais revenir un petit peu au journalisme un instant parce que tu as choisi de t'impliquer à l'Agral, qui est le journal étudiant de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Je pense que ton expérience en journalisme a joué dans ton intérêt. C'est sûr. J'ai vraiment aimé faire ma technique en journalisme. Puis après, aller à la rencontre des autres, je trouvais ça fabuleux. Puis, quand j'ai vu qu'il y avait cette initiative-là qui était toujours vivante, rappelons-le, à mon université, à l'Université Laval, j'ai voulu m'impliquer, participer à ce projet-là. C'était une évidence là, pour moi. D'ailleurs, on souligne les 55 ans de la Graal en 2025. On est très fiers de ça. Félicitations. Merci. Il va y avoir des célébrations qui viendront d'ici la fin de l'année pour au moins pouvoir célébrer 55 ans. Pour un journal étudiant. Pour un journal étudiant. Ce qui est quand même impressionnant. Ouais. Tu m'avais mentionné aussi dans une autre discussion que quand tu étais au cégep, on vous incitait, les étudiants, à vous spécialiser dans un domaine. Puis déjà, tu avais un intérêt quand même pour l'agriculture. Ouais, on arrivait en 3e année. Puis là, les profs, ils nous disaient, on pouvait faire tout de suite un métier, là, tout de suite après la technique. Ça, c'était une option. Mais on nous demandait... Choisissez-vous un sujet, trouvez votre niche, trouvez le truc qui vous passionne, que vous allez avoir envie de parler tous les jours. Puis, je voyais des collègues qui se spécialisaient en sciences sociales, qui s'intéressaient donc à des mouvements sociaux, le militantisme, le féminisme, l'éducation, par exemple. Et puis, il y en avait d'autres qui aimaient plutôt les sciences politiques, qui s'en allaient plutôt pour la politique municipale, la politique de tous les paliers de gouvernement. Puis après, on avait ceux qui aimaient le sport, qui était aussi une autre... et la culture. Fait que chacun avait un peu son petit truc là, qui l'intéressait. Puis moi, j'étais la seule qui venait de la campagne là-dedans. J'étais la seule qui avait une ferme chez nous. C'était comme un chemin naturel. Il fallait que je retourne aux racines, puis que je me réapproprie aussi le sujet de l'agriculture, puis que je développe aussi mes propres connaissances, mon propre... bassin de connaissances autour de ça. Ouais, c'est qu'est-ce qui m'a vraiment poussée à retourner vers l'agriculture. J'espère en tout cas que je vais trouver quelque chose là, entre la communication et l'agriculture. Vraiment, entre les deux qu'on discutait un peu plus tôt, d'être dans la médiation entre les deux mondes. Il y a quelque chose de riche à faire là-dedans. Puis, j'ose penser que je peux apporter mon petit grain de sel. Est-ce que tu considères que les médias agricoles ont encore leur place en 2025? Oui, puis parlant de réunir ces deux mondes-là, il y a autant un besoin d'informations techniques qui s'adresse à tous les types de lecteurs. Le journalisme a cette beauté-là de ne pas être ségrégationniste. C'est censé être un moteur d'information qui est accessible à tous. Donc, c'est là pour simplifier, vulgariser l'information. Puis, de l'autre côté, les gens qui ne connaissent pas l'agriculture, ils mangent tous les jours, eux, ça c'est certain. Donc, en alimentation, il y a 1000 choses à explorer. 1000, c'est peu dire, mais au contraire, il faut s'intéresser beaucoup, beaucoup et quasiment le mettre dans la bouche des gens. La nourriture et l'information? Oui! Tu sais, le consommateur n'est pas outillé pour tout comprendre les systèmes derrière les produits qu'il consomme, surtout en alimentation. On a souvent parlé d'alimentation, de commerce de proximité, d'achat local, de nourriture saine aussi. Puis, il y a une position à prendre dans peu importe l'organisme qui porte cette mission-là, mais c'est de montrer que ce qui se fait autour de nous, il faut l'encourager, il faut le rémunérer à juste prix. Ce discours-là, il doit être compris, il doit être saisi par le plus commun des mortels. Je trouve que c'est super fondamental. On mange 3 fois par jour, puis ça, il faut savoir comment bien s'alimenter et comment bien choisir. Je pense que,
Les médias auraient donc leur place pour pouvoir aider à diffuser ce message-là ou ces messages-là pour favoriser la communication et le passage de l'information. Exactement. Donc, je pense que les gens doivent avoir une bonne information pour choisir leurs produits. Puis, les médias agricoles, c'est eux qui sont les mieux placés pour pouvoir en faire la promotion. Je reviens du côté plus études. Est-ce que tu croises beaucoup d'étudiants qui ne sont pas issus du monde agricole dans ton programme? Puis à quel point c'est nécessaire ou utile d'avoir grandi dans une ferme pour étudier dans le milieu agricole? Je dirais que c'est peut-être un 50% des étudiants qui viennent du monde agricole et les autres qui viennent de la ville, qui ont un intérêt pour l'agriculture. Puis chacun tire son épingle du jeu. Ceux qui sont nés dans l'agriculture, ils vont peut-être arriver aussi à l'université avec un projet spécifique. Ils vont peut-être se dire, moi, après mes études, je reprends la ferme. Ou moi, après mes études, je veux aller dans tel secteur. Ce qui est super, ça crée un groupe d'étudiants vraiment motivés. Puis l'autre groupe, celui qui développe son intérêt, qui observe l'agriculture d'un œil extérieur, ça leur permet, je pense, de trouver leur place dans quelque chose qui est peut-être moins utilisé, de peut-être même développer des nouvelles technologies, l'agriculture urbaine, par exemple, qui vient pas du monde rural. Fait que, puis c'est nécessaire à l'écosystème agroalimentaire d'avoir aussi ces sources de production-là qui sont plus près des villes. Puis ces innovations-là, elles arrivent de plein d'idées. Des fois, c'est même la rencontre entre les deux. Quelqu'un va avoir un esprit plutôt mécanique, dans un sens qui va adorer la machinerie, la productivité, les systèmes intégrés. Puis l'autre, il va avoir une idée peut-être plus sociale. Il va vouloir intégrer ça dans une communauté. Ces deux mondes-là finissent vraiment par bien travailler ensemble. Puis trouver, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça aide de venir du monde agricole, mais en même temps, ça peut aussi te faire avancer avec des œillères. Donc, à mon avis, les deux, c'est super pertinent. Il ne faut pas se refroidir à l'idée de ne pas venir du monde agricole. Au contraire, je pense qu'il faut sauter à pieds joints dedans puis être à fond. Si on est un peu vaillant, qu'on est curieux puis qu'on a envie d'apprendre, les gens il va y avoir un partage de connaissances qui va être mis en action, ça c'est sûr. Merci Camille. Ça fait plaisir. L'entrevue avec Camille n'est évidemment qu'un portrait d'étudiante en agriculture parmi d'autres. Chaque personne qui s'inscrit en agriculture va avoir son propre parcours. Dans l'édition de septembre du Coopérateur, je vous invite à lire le texte « Ce qui fait rêver les jeunes en 2025 ». On y retrouve 7 portraits d'étudiantes et d'étudiants qui fréquentent différentes écoles d'agriculture. Camille fait d'ailleurs partie du groupe. Sur ce, je vous remercie d'avoir été avec nous pour ce dernier épisode de la 2e saison du Coopérateur audio. Pour ne pas manquer la 3e saison, suivez-nous sur votre plateforme préférée, Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Si vous avez aimé l'épisode, laissez-nous également un avis. C'était Stéphanie McDuff et ça a été un plaisir de vous avoir avec moi pendant cette discussion avec Camille Lalancette, étudiante en agroéconomie à l'Université Laval. À la prochaine! Capsule 8, bâtir un avenir durable. Le contexte actuel de l'industrie agroalimentaire et plus globalement du monde dans lequel nous vivons est radicalement différent de celui à l'origine de Solio Groupe Coopératif en 1922. Ainsi, on ne peut plus se soustraire au sort commun du reste de la planète. Car avec les multiples interdépendances, cela concerne également Solio Groupe Coopératif et son écosystème. 2 exemples. La décision du régime chinois de mettre fin aux importations de porcs canadiens a frappé de plein fouet Olimel et, par ricochet, la performance globale du groupe. De plus, la guerre en Ukraine a forcé une adaptation rapide des chaînes d'approvisionnement en intrants. À l'échelle internationale, depuis plus de 30 ans, l'Organisation des Nations unies a suggéré consécutivement 2 feuilles de route pour rendre le monde meilleur. Après les objectifs du millénaire couvrant la période 2000 à 2015, l'agenda actuel porte sur les objectifs de développement durable sur la séquence 2015 à 2030. Cette voie est simple? Non. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres,
reconnaît que ses objectifs ont été sérieusement malmenés, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, les fléchissements économiques et les conflits en cours. Cela étant, ce ne doit pas être une raison pour les laisser tomber, mais au contraire, s'y engager avec détermination. Ainsi, Solio Groupe Coopératif a emboîté le pas avec 14 ambitions alignées sur 6 des 17 objectifs, ce qui est un engagement majeur. Comme le cadre de ces balados ne permet pas de couvrir dans son entièreté ces ambitions, les personnes intéressées peuvent consulter le rapport de responsabilité d'entreprise et coopérative sur le site Internet de Solio. On va s'arrêter sur 3 de ces 17 objectifs et des engagements conséquents de Solio et son écosystème. Ainsi, en lien avec le second objectif intitulé « Fin zéro », Solio s'engage dans 2 actions. Promouvoir l'agriculture durable auprès des producteurs et productrices et autres acteurs du milieu agroalimentaire. L'organisation aspire aussi à être un acteur de référence au Canada en matière d'agriculture et d'agroalimentaire durable. Concernant l'objectif 12, intitulé « Consommation et production responsable », Solio Groupe Coopératif a l'ambition de réduire les quantités de matières résiduelles générées par ces opérations et viser l'élimination de leur enfouissement. Dans la même foulée, l'organisation veut éliminer le gaspillage alimentaire et valoriser les résidus organiques générés par les opérations. Enfin, Solio Groupe Coopératif fait la promotion de produits sains et responsables auprès de ses clients. Quant à l'objectif 13 intitulé « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques », Solio a fixé et cherchera à atteindre une cible de réduction des émissions de GES dans ses opérations. Le groupe veut aussi promouvoir l'adaptation aux conséquences des changements climatiques auprès des producteurs agricoles. Solio se range donc résolument auprès des grands acteurs institutionnels, conscients des défis qui concernent le sort de la planète et engagés à transformer résolument les façons de faire.